Bonsoir à tous. Nous avons toutes et tous un point commun, au moins un, qui peut se résumer ainsi. Quand je serai grand, je serai pompier. On dit, soit devenu parent, nous l'avons entendu. Pompier, c'est bien ce métier, cette vocation, cet engagement que j'ai voulu mettre en valeur en proposant au SDI 63 et à ses dirigeants que le programme Vue d'Auvergne installe ses caméras dans une caserne de pompiers, en l'occurrence ici à Riom, puisque Vue d'Auvergne, ce ne sont pas que des paysages, ce ne sont pas que des beaux châteaux, de belles églises, de magnifiques demeures, ce sont aussi des moments privilégiés qui permettent de découvrir et de mettre en valeur celles et ceux justement qui vivent sur ce territoire qu'est l'Auvergne et celles et ceux qui le protègent. Je pense effectivement que les pompiers font partie des deux catégories. Je remercie Jean-Yves Goudbel, président du conseil d'administration du SDIS 63, président du conseil départemental du Puy-de-Dôme, de nous avoir tout de suite donné un feu vert ou un gyrophare bleu, comme l'on dit, pour que nous puissions nous installer. Claude Boilon, premier vice-président, qui sera avec nous. Merci Claude d'être présent. Le contrôleur général Jean-Philippe Rivière, le colonel Baudel, directeur départemental adjoint. Merci à vous, messieurs, de nous accueillir ce soir. Merci à notre public fidèle, public également nouveau. Il y a des enfants ce soir, comme quoi, je ne sais pas pourquoi, mais ça me paraissait naturel, il y a des enfants avec nous. Je salue les élus, je voudrais saluer tout particulièrement Christine Pérez-Beaune, députée de la circonscription. Merci, madame, d'être avec nous. Je salue aussi des proches qui viennent d'émission en émission. J'ai vu Maître Ophélie Dantil, qui était avec nous pour parler d'art et de fiscalité. C'était au château de Tournoël. J'avais beaucoup plus chaud qu'ici, il y avait beaucoup de feu d'ailleurs, je rassure les pompiers, c'était tout sécurisé, mais c'était un autre décor, une autre soirée. Hubert de Moroge, bien sûr, le propriétaire, l'heureux propriétaire, je l'ai vu, je ne sais pas où il est, mais je l'ai vu, du château d'Effia, qui nous a accueillis dans les tout premiers numéros de Vue d'Auvergne, des soirées d'exception. Jean Lassalas, également bien connu, les 4L de la Casamance, qui lui a parlé de toutes ces aventures. C'était au château de Chazeron, on en fait beaucoup, puis je voudrais saluer aussi le monde économique à travers la présence d'un des représentants de la manufacture, Éric Fédy. Éric, qui il y a un instant me demandait justement d'où était venue cette idée de nous installer ici, dans cette caserne. Ben voilà, je le redis, c'est tout simplement pour mettre en valeur celles et ceux qui œuvrent pour le territoire. Bonsoir capitaine. Bonsoir. La capitaine Nina Grelet, nous allons parler avec vous du CODIS. Vous travaillez au CODIS. Le CODIS, c'est un élément très important du dispositif de secours des pompiers. C'est en fait là où vous résidez, vous et vos collaborateurs, vos collaboratrices, lorsque nous sommes dans l'obligation d'appeler le 18. C'est ça ? Oui, tout à fait. Donc le CODIS, le CTA CODIS, en fait, donc c'est deux entités qui sont sur le même plateau. Donc à savoir CTA, le centre de traitement de l'alerte, qui correspond à l'endroit où on va recevoir les 18 et où on va traiter l'ensemble des interventions par rapport à ces 18. On va revenir sur les interventions. Entre 450 et 500 interventions ou appels sur 24 heures. Voilà, à peu près environ entre 400 et 450 par jour, oui. Sur 24 heures. Sur l'échelle des gravités, ça se passe comment ? Il y a 450 appels importants, comment vous les gérez ? Alors, sur les 400, il faut savoir que sur les 400 à 450 interventions, on a environ, en moyenne, 140 interventions générées. Donc, ce qui veut dire que sur l'ensemble des appels, il y a des appels qui ne nécessitent pas l'intervention des sapeurs-pompiers.
Il y a également des appels qui vont être transférés sur d'autres services qui peuvent concourir au secours, notamment la police. On peut avoir le SAMU qui peut intervenir. Comment décidez-vous ou comment repérez-vous à distance, simplement par le coup de téléphone, qu'il faut être dans une intervention lourde, moyennement lourde, ou que dit autrement, on ne va pas déplacer la grande échelle? C'est là où réside tout le travail de l'opérateur qui prend l'alerte, puisqu'il est formé pour ça. Et lui, en fonction de l'ensemble des éléments qu'il va pouvoir recueillir et l'ensemble du questionnement qu'il va avoir, il va pouvoir du coup sélectionner un code sinistre, ce qu'on appelle, sur un logiciel d'alerte. Un code sinistre. Donc un code sinistre, qu'est-ce que c'est? Nous avons en fait un logiciel d'alerte, donc tout est informatisé. Et donc en fonction de l'appel, le code sinistre va déterminer le nombre de moyens qui va devoir être envoyé sur le terrain. Je présume qu'il faut être très calme, il faut avoir une voix posée, c'est un peu comme en radio d'ailleurs, on fait un peu le même métier quelque part, on rassure les autres à travers nos voix. Comment avez-vous appris tout ça? C'est un choix que d'aller au CODIS? Alors là, il faut savoir que moi je suis adjointe donc au service, donc finalement les appels 18, c'est pas moi qui les prends, donc c'est les opérateurs. Donc il y a une formation qui est relativement longue, on a à peu près 3 semaines de formation théorique plus de la pratique, puisqu'ensuite les opérateurs vont faire de la doublure avec les opérateurs qui sont déjà en poste, afin d'être prêts à partir du moment où ils sont en poste pour prendre les appels. Mais oui, ça demande beaucoup de calme. J'insiste par rapport à ce moment où justement l'alerte est donnée. Comment vous faites pour repérer dans la voix de celui qui est en détresse qu'il faudra ou pas intervenir? Donc comme je disais, c'est avec l'expérience, à force de prendre des appels 18, on commence à arriver à détecter si l'intervention semble grave ou moins grave. Et en ce qui concerne les personnes qui vous téléphonent, est-ce que vous avez aussi parfois des petits malins qui s'amusent à tenter de vous faire venir, ce qui veut dire que vous aussi, là, vous êtes obligé de vérifier? Oui, alors malheureusement, c'est vrai que sur le nombre d'interventions, on a un certain nombre de fausses alertes. Donc des gens qui vont... Vous dites un certain nombre, donc ça veut dire qu'il y en a quand même pas mal. On en a quelques-unes, oui. Ça arrive, des fausses alertes, donc des gens qui vont inventer une intervention qui n'existe pas. Donc nous, ça nous génère l'envoi de moyens sur place qui pourraient être utiles sur une autre intervention. Ça, c'est la première chose. Mais on a également des gens qui vont nous appeler parce qu'ils ne connaissent pas forcément les missions propres des sapeurs-pompiers et qui appellent en pensant que les pompiers peuvent agir sur un certain nombre de domaines. Alors, moi j'ai un petit chat, il peut monter dans les arbres. Si je vous appelle, je me fais gronder. On ne vous grondera pas, mais on vous dira très gentiment, parce qu'on est toujours très gentil au CODIS, que ce n'est pas nos missions. Et les guêpes, comment on appelle ça Les hyménoptères. Oula, les nids d'hyménoptères. Oui, je ne m'attendais pas à ça comme mot en fait. J'ai été pris à mon propre piège. C'est le mot. On dit comment? Les nids d'hyménoptères. Les nids d'hyménoptères. Bon bref, je vous appelle, j'ai un nid de guêpe. C'est toujours votre boulot ou ça l'est plus? Alors on peut être amené à le faire selon certaines conditions, à savoir si c'est sur du domaine public. Ça c'est la première chose. Et on peut être aussi amené à le faire dans du domaine privé si la personne par exemple est fragile. À ce moment-là on peut intervenir. Pour toutes les autres choses, donc par exemple sur du domaine privé, donc un nid d'hyménoptère dans le privé, on va réorienter les requérants vers des sociétés privées qui le font. Quand vous étiez petite, vous vous êtes dit je veux être pompier? Oui. Je voulais faire ça depuis que j'étais enfant, oui. Et c'est donc un rêve que vous concrétisez? Tout à fait. Donc je suis professionnelle depuis 13 ans et j'étais volontaire pendant 4 ans. Qu'avez-vous envie de dire à celles et ceux qui ont envie de prendre le relais un jour? J'ai envie de dire que les sapeurs-pompiers, c'est un très beau métier, qui est très riche et dans lequel on ne s'ennuie jamais et on se met au service des gens. Donc c'est un très très beau métier. Merci capitaine. Merci. Merci beaucoup.
le dit souvent, mais quand on doit le vivre, c'est plus difficile, plus particulier. Pompier un jour, pompier toujours. C'est un petit peu ce dont vous allez nous parler, caporal Damien Genex. Même en civil, on reste pompier. Alors on va voir des images qui vont nous rappeler un certain nombre de moments compliqués qu'a vécu notre pays, la France, et notamment sur le territoire de Strasbourg. Lors des attentats de Strasbourg, c'était en décembre 2018. Vous étiez en permission, voilà, vous avez droit aussi à une vie privée, mais vous étiez là au moment où le terroriste a assassiné plusieurs personnes. Comment avez-vous réagi? Quel a été justement votre premier signe de devoir? Tout simplement, j'étais en vacances avec 2 amis à Strasbourg. On profitait des produits locaux et on a entendu une première détonation. Sur le moment, on n'a pas compris vraiment ce qui se passait. Et quelques instants plus tard, une deuxième rafale de détonation s'est fait entendre. Donc ça veut dire que vous n'étiez pas très éloigné des rafales? Non, oui, effectivement, on était à environ 50 mètres de l'endroit où ça s'est passé. Et voilà, au moment où il y a eu la deuxième détonation, une personne est arrivée dans le marché où on se trouvait et a crié il y a des hommes au sol, il y a eu une fusillade. Et voilà, du coup, c'était un peu la panique au niveau du marché, tout le monde courait dans tous les sens. Et vous, votre réaction à ce moment-là, vous comprenez qu'il se passe quelque chose, vous avez entendu les détonations, vous comprenez à travers les cris et l'affolement qu'il se passe quelque chose qui n'est pas normal. Votre réaction? Oui, dans un premier temps, on a aidé les artisans qui étaient présents sur le marché à fermer leur chalet, parce qu'ils étaient un peu en panique. Nous, on avait un peu plus de sang-froid avec mes 2 collègues. Eux-mêmes pompiers? Oui, effectivement, ils sont un est pompier dans l'Allier, l'autre dans le Cantal. On reste entre pompiers même pendant les vacances. Hein. Voilà, oui, on ne quitte jamais vraiment le milieu. Et du coup, on a aidé à fermer les différents chalets et après, on s'est dirigé dans le sens inverse de la population, en fait, pour aller voir ce qui se passait. Ce que vous venez de dire est très fort. On s'est dirigé dans le sens inverse de la population. Votre devoir, il passe aussi par moments, dans l'obligation d'aller vers des interdits. Puisque la police devait vous interdire d'aller dans cette direction, vous étiez en civil, manifestement, vous y allez. Oui, à ce moment-là, il n'y avait pas vraiment de force de police. On est vraiment intervenus les premiers sur les différentes victimes. Dans la rue, là, il y en avait 5. Donc on s'est dirigé vers elles et on a fait tout simplement notre devoir, quoi, un peu le métier de sapeur-pompier, mais sans uniforme, tout simplement. Quand vous partez sur une intervention, vous êtes dans une caserne, vous vous habillez, vous montez dans les camions. J'en profite d'ailleurs pour dire que le décor est magnifique autour de nous. Ce sont des vrais camions, j'espère que ça ne sonnera pas et qu'on n'auront pas à les faire partir. Mais vous vous préparez, ce que je veux dire, c'est que vous vous préparez psychologiquement à l'intervention. Là, vous n'êtes absolument pas préparé, vous trouvez néanmoins les gestes et vous trouvez les mécanismes. Oui, on n'était vraiment pas préparés tous les 3. C'est la première fois qu'on intervenait sur un événement pareil. Après, les gestes restent les mêmes. Voilà, ça reste pour nous des simples gestes. C'est ce qu'on a appris depuis de nombreuses années. Et ce sont des réflexes tout simplement maintenant. Donc vous avez dit à vos collègues de Strasbourg, je suis pompier, que dois-je faire? Je peux faire ceci. Ils voyaient que vous faisiez cela aussi? Dans un premier temps, comme je vous l'ai dit, on a intervenu les premiers. Et quelques minutes après, il y a eu des équipes médicales du SAMU de Strasbourg qui sont arrivées. Et là, on s'est mis un peu à leur disposition parce qu'ils étaient également débordés par le nombre de victimes. Et vu que c'était un risque d'attentat, il y a des procédures particulières. Donc au sein de leur département, je ne les connais pas vraiment. Mais l'engagement des sapeurs-pompiers de Strasbourg a été assez long. Et une fois qu'ils sont arrivés, on s'est également mis à leur disposition pour les aider. Il faut dire que malheureusement, les lieux où sont tombées les victimes n'étaient pas forcément facilement accessibles. Donc c'est aussi peut-être ce qui explique que les sapeurs-pompiers de Strasbourg ont mis un certain temps. Si je vous dis, caporal, que vous faites votre devoir, vous allez me répondre oui. Oui, tout simplement. Oui. Mais ça veut dire quoi, faire son devoir? Quand il y a une situation plus ou moins dangereuse ou face à une victime qui a une détresse, un malaise,
qu'on soit en uniforme ou non, je pense qu'il est important de réagir. Moi, tous les trois, on se serait senti très mal si on s'était planqué, entre guillemets, quoi. Est-ce qu'aujourd'hui, quelques mois après l'attentat, est-ce que vous avez le sentiment d'être pompier autrement ? Non, non, je reste tout à fait le même suite à cet événement. En tout cas, merci d'être dans nos vies, j'ai envie de dire ça comme ça. Merci. Merci. Toujours depuis la caserne des sapeurs-pompiers de Riom dans le Puy-de-Dôme, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, le réseau social du SDIS, mais celui aussi de la chaîne Vue d'Auvergne aux Marques Productions. Merci de liker, de partager. Nous faisons cette soirée pour les sapeurs-pompiers, pour les mettre aussi en valeur, les hommes et les femmes qui composent ce corps particulier de sécurité important à notre pays. Je parle de notre pays, la France, mais je vais maintenant parler d'une mission à l'international, parce que les sapeurs-pompiers du Puy-de-Dôme peuvent aussi parfois partir à l'international. C'est ce qui vous est arrivé. Madame Danielle Diogon, vous êtes cadre de santé première classe. Vous êtes partie en mission, on va voir des images, en Haïti. Nous sommes en 2010 après le séisme. Vous nous rappelez la situation ? Oui, donc le 12 janvier 2010, il y a eu un fort tremblement de terre à Haïti avec beaucoup de victimes. Et il y a eu plusieurs détachements de plusieurs départements qui sont partis. Et donc, nous étions tous ce jour-là en cérémonie pour les vœux du président, d'ailleurs, à la caserne Turgot. Et il y a eu un premier ordre de départ pour on demandait une première équipe avec un infirmier, un médecin et un personnel de l'équipe SD. Quand vous dites ordre, ça veut dire qu'un ordre de la hiérarchie... Au niveau de la zone, oui. Au niveau de la zone, lui-même relayé par un ordre, je présume, national, au niveau de notre pays, la France, fait, oui. arrive. C'est du volontariat, même si vous êtes professionnel, c'est du volontariat ou alors... Oui. En fait, on avait le choix, ils demandent s'il y a des personnels qui sont disponibles pour pouvoir y aller. Et il faut bien sûr avoir immédiatement donc, le passeport à jour, mais bon, il y a des papiers qui peuvent se faire très rapidement à ce moment-là. Et donc, c'est des personnels qui sont volontaires. Même s'ils sont professionnels, nous ne sommes pas obligés. On est volontaires pour pouvoir partir. Expliquez-nous ce qui se passe dans votre tête pendant le voyage, entre guillemets, du moins le déplacement en avion. Il y a un certain nombre d'heures. Vous ne voyez pas forcément en amont les images que les télévisions donnent, puisque vous-même, vous allez très très vite. Vous prenez les avions qui sont affrétés. Et là, vous imaginez une situation. Lorsque vous arrivez sur place... on ne peut pas imaginer ce qu'on a vu sur place, en fait. Je crois qu'il n'y a rien qui peut décrire ce qu'on peut voir sur place. On n'arrive pas à imaginer. Plusieurs années après, on vous sent encore ému. Oui, parce que il y avait des situations, effectivement, il y avait tout qui était à terre. Les hôpitaux étaient à terre, l'école de médecine et l'école d'infirmière avaient été complètement rasées avec les élèves. Au moment du séisme, en fait, c'était l'heure où les personnes étaient encore en cours. C'était en pleine journée, donc il y a eu beaucoup de victimes, il y a eu plus de 200 000 victimes. Donc nous sommes arrivés, j'ai fait partie de la 3e relève, qui a été envoyée sur place, et nous sommes arrivés un mois après le séisme, mais un mois après le séisme, on avait l'impression que c'était arrivé hier, quoi. Il y avait des gens qui avaient des pathologies qui n'avaient pas été réglées, il y avait beaucoup de dégâts, les corps n'avaient pas été dégagés des décombres, enfin, c'était vraiment... La question peut paraître inconvenante, et pourtant elle s'impose. Dans ce cas-là, on commence par quoi ? On commence, déjà on est horrifié par ce qu'on voit, et après on essaie d'être clair et de se poser, et de se dire, bon, maintenant, par quoi je vais commencer ? À moi d'agir. Voilà. Vous étiez combien au total ? Alors on était 3. 3 d'ici ? 3 d'ici, oui. Et au niveau 3 du département. français ? Et au niveau français, donc il y avait, au niveau pompier, il y avait d'autres départements qui avaient envoyé aussi 3 équipes. À chaque fois, on demandait 3 équipes, un médecin, un infirmier et un personnel de l'équipe SD. Les personnels de l'équipe SD devaient sécuriser les bâtiments dans lesquels nous entrions.
Et on agissait toujours en équipe, en fait. Il faut vous adapter à la situation physique, Oui. mais également à la culture Oui, locale. tout à fait, oui. Et en Haïti, je crois qu'il y a une fête particulière Oui. qui est la fête des morts, qui n'a rien à voir avec la Toussaint, je Oui. présume, pour nous occidentaux. Qu'est-ce que c'est la fête des morts? Alors nous sommes arrivés un mois après donc, le séisme. Un mois après le séisme, ils ont fait la fête des morts. On a été très surpris parce qu'en fait, on était dans les hôpitaux pour faire du renfort de personnel. Et du jour au lendemain, il y a tout le monde qui est parti pour défiler dans la rue et pour faire une sorte de défilé pour fêter leur mort, en fait. Et que ce soit les médecins, les infirmiers, on s'est retrouvés, on était juste des personnels extérieurs qui travaillaient dans les hôpitaux. Il n'y avait plus personne, et les malades, bien sûr, et il n'y avait plus personne autrement qui encadrait. Tout le monde faisait la fête. Madame, vous êtes restée combien de temps sur place? Nous sommes restés une semaine. Une semaine. Lorsque l'on reprend l'avion dans l'autre sens, il se passe quoi justement? Après, le quotidien, enfin, l'immersion et le retour dans le quotidien est difficile. On a du mal à soigner je ne veux pas dire des petits bobos, mais Si, voilà. si, c'est écrit sur la fiche là. Faites-la parler de la bobologie. Alors la bobologie, Oui. vous allez nous faire sourire un petit peu, parce que c'est dur Non, aussi ce que vous dites. En fait, je suis partie avec un des médecins qui disait que quand il est revenu et qu'il a eu des patients qui venaient pour un simple rhume, il avait du mal à être compatissant. Voilà, c'est ça en fait. On peut le comprendre. Est-ce que vous avez le sentiment d'être pompier autrement aujourd'hui? Pompier autrement, non, parce qu'après on reprend le cours des choses et voilà, c'était une expérience qui a été riche, mais voilà, qui vient à la suite d'autres expériences et qui nous permet de nous construire tous un petit peu. Et si l'ordre tombe là, vous repartez? Oui, sans problème. Merci pour votre témoignage, madame. Merci. J'accueille à présent sur ce plateau l'adjudant Michael Barcelot. Merci, monsieur, d'être avec nous. Vous avez accepté de témoigner d'un sujet dont il faut parler, mais qui n'est pas forcément le plus simple. Quelque chose dont nous n'aurions peut-être pas parlé publiquement, l'un et l'autre, il y a 10 ans, il y a 20 ans encore moins. C'est l'incivilité que vous subissez, et les violences, il ne faut pas avoir peur des mots, que subissent aujourd'hui les pompiers. Vous allez sauver des personnes qui sont dans la détresse, vous allez aider à, bien sûr, face à des sinistres, à des incendies, et puis vous prenez des machines à laver sur la tête qui tombent du 10e étage, vous prenez des insultes. C'est pas très cool tout ça? Non, tout à fait. Donc dans notre métier, voilà, le métier est fait, il y a déjà des risques qui existent dans ce métier-là. Donc ces risques, on les connaît quand on signe chez les pompiers. C'est des risques qu'on essaie de contrôler au maximum. Et puis malheureusement, voilà, il y a des risques qu'on n'a pas été formé pour à la base. On ne se doutait pas qu'en voulant aider les gens, on soit pris à partie comme ça assez souvent. Mais c'est étrange ce que vous êtes en train de dire. On n'a pas été formé pour ça, comme si on devait être formé à l'incivilité que l'on subit. Il y a quelque chose qui ne va pas, même dans le langage que vous utilisez. C'est ça. Alors pour ceux qui sont en dehors du milieu des sapeurs-pompiers, ils sont toujours étonnés d'entendre ces choses-là. Faut savoir que maintenant, ça fait partie de notre quotidien. Moi, ça fait 22 ans que je suis sapeur-pompier, en comptant mes années de pompier volontaire et professionnel. Et j'ai vu augmenter donc, du coup, les incivilités, les agressions verbales, physiques, au cours des interventions. Vous en parlez forcément entre vous. Comment expliquez-vous, entre pompiers, cette situation? Alors, de notre côté, nous, on ne l'explique pas forcément. On n'a pas trop de mots parce que pour nous, c'est ce qui nous met en colère, justement. C'est que nous, on vient pour aider les gens. Et ce qu'on voyait de moi pas avant, c'est cette violence gratuite alors qu'on vient secourir. Est-ce que c'est la société qui est de plus en plus malade? Alors, la société évolue, ça c'est sûr. Donc, nous, il va falloir aussi qu'on évolue au niveau de nos techniques. Par contre, il faut essayer d'enlever de l'idée, justement, les machines à laver. C'est pas forcément que des incivilités comme ça. Maintenant, ça touche aussi bien la campagne que la ville.
On recense beaucoup d'incivilités dans le département. Même en zone rurale, vous voulez dire? Tout à fait, tout à fait. Alors une grosse partie en urbain, mais aussi au niveau rural. J'ose la question, c'est la peur de l'uniforme? Aujourd'hui, on est dans une société où on n'aime plus les uniformes. La peur de l'uniforme? Je pense voilà, qu'il n'y a plus de respect au niveau de l'uniforme. Ouais. Ça peut être... après, je ne me mets pas dans la tête des gens qui sont comme ça. Mais voilà, c'est toujours dommage. Et vous essayez d'en parler avec eux? Alors, bien sûr, quand vous tentez d'éteindre un incendie, vous avez autre chose à faire que de lui dire « mais pourquoi tu me dis une méchanceté ?» Mais est-ce qu'après, vous essayez de discuter un peu? Alors, on essaye de différentes façons de gérer l'intervention. Vous parlez des incendies, mais ce n'est pas forcément sur les cas où on a le plus de soucis. Maintenant, on a beaucoup de soucis sur le secours à personne, donc c'est la plus grande partie de notre métier. Et le secours à personne, malheureusement, on intervient chez les gens, c'est assez intrusif, on va chez eux, on peut être sur la voie publique, et on est pris à partie de nombreuses fois au niveau du secours à personne, donc en ambulance. Donc on peut se retrouver déjà, ça nous est arrivé à plusieurs déjà, face à un couteau, une arme à feu. C'est déjà arrivé. Comment vous gérez alors ces situations? Eh ben, on gère au mieux. On gère au mieux, on prend sur nous, on essaye différentes stratégies, suivant si on est responsable de l'engin ou pas. Chacun à notre niveau, on essaye de voir ce qu'on peut faire, quoi. Il y a une campagne nationale, il faut bien faire quelque chose, qui a été lancée, Touche pas à mon pompier. Il y a des fruits? Alors la campagne, c'est parti d'un département, Touche pas à mon pompier, parce que c'est un département qui avait subi de nombreuses incivilités ou agressions. Je vous interromps, on se rappelle tous du fameux « touche pas à mon pote ». Voilà. C'est ça. Donc ils ont pris ce slogan-là qui est devenu vite un slogan national. Donc c'est vrai que depuis 2018, ce slogan est sorti et on en parle un peu plus. Ça vous fait du bien, vous, aux pompiers professionnels, que l'on parle aussi de ces réalités? Alors tout à fait, que ce soit professionnel ou volontaire. Ou volontaire, oui, bien sûr. Il faut savoir que, par exemple, l'année dernière, il y a eu 23 actes d'incivilité ou d'agression sur le département du Puy-de-Dôme. Donc on pense toujours que ça arrive dans les autres casernes ou les autres départements, mais du coup ça touche tous les pompiers du département. Vous parliez département à l'instant, vous parliez formation. Depuis le 14 mai, le SDI 63 propose des formations en partenariat avec le centre de formation des formateurs de la police à destination des centres mixtes, c'est-à-dire professionnels et volontaires. Vous avez l'aide de vos collègues policiers. Voilà, alors tout à fait. Cette formation a débuté cette semaine, donc il faut savoir que c'est le fruit d'un an de travail, donc avec le groupement formation, en partenariat avec le centre de formation des formateurs de la police nationale. Et pour confectionner cette formation-là, il y avait une psychologue de la police, donc c'était très enrichissant aussi parce que ça aide à comprendre beaucoup de choses, un sous-officier de la police nationale qui est formateur de formateurs, un collègue pompier qui est adjudant aussi à Gerza et le responsable du groupement formation du SDI 63. Je ne peux pas ne pas vous poser la question. Malgré cette incivilité, vous continuez à signer? Bien sûr. Bien sûr. Après, voilà, justement, grâce à la formation, on va appréhender tout ça. On va pouvoir former au maximum pour avoir des petites astuces pour s'en sortir mieux. Mais est-ce que vous êtes un peu plus angoissé peut-être aujourd'hui à cause de ça quand vous montez dans le camion et que justement vous vous dites là où je vais dans 20 km, je ne sais pas ce qui m'attend? En plus du risque naturel, j'entends. Alors justement, j'aurais pas eu cette formation-là en place. Je vous dirais oui, grâce à la formation, j'espère qu'on va faire évoluer les choses, parce qu'elle nous permet vraiment de prendre du recul et d'analyser différemment la situation pour éviter justement des facteurs aggravants. On ne touche pas aux pompiers. Merci. Merci beaucoup. Alors il y a des sapeurs-pompiers professionnels et puis il y a aussi les volontaires. On va en parler avec vous. Romain Camille Berger, merci d'être avec nous. Vous allez nous parler aussi de cette difficulté peut-être à concilier votre passion qui vous prend beaucoup de temps, être pompier, et puis votre vie professionnelle tout simplement. Vous travaillez dans une entreprise conventionnée. Alors conventionnée avec les pompiers. On va revenir sur cette notion de convention avec les pompiers. Une entreprise qui s'appelle
EO2 Auvergne. Vous nous parlez de l'entreprise déjà, vous faites un petit peu de pub pour l'entreprise. Allez, ça marche. Allez-y. Donc oui, je travaille dans une société de granulés bois, qui est spécialisée dans les nouveaux modes de chauffage. Et donc je suis en double affectation. C'est une entreprise qui me permet de sortir de mes temps de travail pour aller faire des interventions quand il y en a besoin. Vous êtes basé sur GIA et sur Herman. Vous êtes en double affectation. Oui, c'est bien ça. Et l'entreprise, elle est située où ? Moi, je suis en affectation principale au centre de GIA. Pour ceux qui ne voient pas où c'est situé, c'est vraiment limitrophe Creuse-Corrèze. Mais je connais GIA. Il y a la route qui amène sur Limoges, sur la Charente, l'Atlantique. Voilà, j'ai un certain âge, je connais. Du coup, je suis en double affectation au centre d'Herman où est située mon entreprise. Ça me permet l'entreprise me laisse libre d'intervenir quand il y en a besoin. Libre d'intervenir quand il y en a besoin. On y revient dans un instant. Vous avez entendu la manière dont j'ai introduit l'émission. Quand je serai grand, je serai pompier. Vous l'avez dit ça à vos parents ? Oui, tout à fait, parce que j'ai la chance que mon papa fait partie des pompiers de la Creuse. Ah ben voilà. Donc j'ai toujours été baigné dans le domaine. J'ai 2 enfants que je baigne aussi dans le domaine. C'est vrai ? Ils ont quel âge ? Ils ont 6 et 9 qui sont présents ce soir. Donc ils sont tout le temps... on peut leur dire de venir ? Tout à fait, si vous nous donnez le droit à l'image, parce qu'on est en direct, alors de nos jours, où est-ce qu'ils sont les enfants de Romain ? Et bien voilà, s'ils veulent venir, ils ont le droit de venir. Être aux côtés de papa, le super-héros. Bonsoir. Tu t'appelles comment ? Joanne. Et Naël. Bonsoir, tiens. Voilà, non, dans ce sens, c'est bien. Au niveau de la taille, c'est parfait. Mais tournez-vous un peu qu'on vous voit à l'image. Voilà, on va vous voir à l'image. J'ai toujours été baigné là-dedans et donc ça m'a permis d'avoir cette envie de faire pareil que mon papa. Et donc, ça va faire depuis 2010 que je suis pompier et je compte pas m'arrêter là. Pourquoi consacrer du temps à aider les autres, parce que vous pourriez aussi vous engager autrement. Pourquoi le faire de cette manière ? Ce temps libre, pourquoi le donner de cette manière ? Tout simplement, je vais dire, parce que j'ai envie d'aider les autres. Et donc quand je vois des personnes en détresse, des foyers, des habitations incendiées, ça me donne envie de donner ce petit temps, on va dire, qui est grand aussi. Mais voilà, donc j'ai envie d'aider. Vous avez été ému quand vous avez regardé, comme beaucoup de Français, les images de la cathédrale de Paris et de la toiture qui s'enflammait ? Oui, ça fait mal au cœur. Oui, c'est sûr, c'est un monument historique. Après, les moyens ont été... Mais vous auriez quitté votre job pour aller aider, si ça avait été la cathédrale de Clermont ? Oui, bien sûr. Si j'en ai les moyens et qu'on me laisse les moyens d'aller aider, oui. Alors, expliquez-nous comment se passe une intervention. Vous êtes dans l'entreprise EO2, c'est pas facile à dire, EO2 Auvergne. Ça sonne, vous avez quoi ? Un bip sur vous ? C'est le portable ? Comment ça se passe ? Oui, voilà, donc c'est la convention, c'est un contrat signé avec l'employeur et le SDI 63. Donc c'est des clauses qui sont mises entre employeur et le SDIS. Et donc à partir de là, on a des conditions, les agents ont des conditions à respecter, c'est-à-dire d'avoir au minimum, dans mon cas, avoir un minimum de personnel pour me remplacer si une alerte est donnée, quoi. Donc du coup... Donc vous avez votre tenue de pompier dans les vestiaires de l'entreprise ? Non, dans le CS où je suis en double affectation. D'accord, donc vous retournez au centre de secours et puis vous partez. Voilà, tout à fait. Et votre patron, il est ouvert à ça ? Oui, il est ouvert parce que c'est une usine qui a aussi, on va dire, qui est critique entre guillemets au niveau du bois, le feu. On sait que c'est un très bon combustible. Donc du coup, il peut être amené à avoir les pompiers sur son site et donc il est très reconnaissant par rapport à ça. C'est là où on parle d'entreprise conventionnée. Oui, tout à fait. Et lui, le directeur de cette entreprise, il a tout de suite accepté. Vous êtes investi donc auprès des sapeurs-pompiers, vous êtes investi dans votre travail. Et si vous témoignez aussi ce soir, c'est pour sensibiliser d'autres personnes, des hommes, des femmes, qui travaillent et qui pourraient tout à fait faire en sorte que leurs entreprises deviennent des entreprises conventionnées et que ces personnes, à leur tour, soient des sapeurs-pompiers volontaires comme vous.
Oui, ben, tout à fait, parce que dans nos centres, ben, il faut savoir que ben, il y a de moins en moins d'engagement, donc ben, on est de moins en moins dans nos casernes. Donc si forcément on avait des patrons qui signaient des conventions avec leurs ouvriers, ça nous permettrait d'avoir des effectifs, on va dire, plus conséquents et de Vous la pensez facilité. qu'il en manque là de pompiers volontaires? Ben, les disponibilités de chacun fait que ben, on arrive à faire des refus départ et donc oui. Vous Moi, devriez faire de la politique, vous êtes bien conciliant hein, dans la manière dont vous dites les choses. je sensibilise à ce que Il insiste, je sensibilise. à ce que les gens se rendent au plus près des casernes si bien sûr ça leur plaît. Bon, on les a pas fait venir pour rien, ces petits-là. Donnez-leur le micro. Papa, il t'a parlé, tiens, approche-toi. Viens à moi. Voilà, n'aie pas peur, tout va bien. Papa, il t'a parlé des risques aussi qu'il a. Et qu'est-ce qui te plaît dans tout ce que tu vois? Quand tu vois ces camions, qu'est-ce qui te plaît? Non. T'es déjà monté dans le camion? Oui. Et tu sais ce qu'il fait, papa, quand il part en intervention? Non, il te dit pas tout. Ah, il est timide. Toi, tu le sais? Tiens, prends le micro. Ça va aller mieux là. Je sens, je sais pas pourquoi je sens. T'es déjà monté avec papa dans le camion? Oui. Ouais. Le FPT. Le FPT? D'accord, et ça veut dire? Ah, ça c'est une colle. Papa va aider, ça veut dire? Voilà, bon. Très bien. T'es content d'être là? Oui. T'es fier de ton papa? Oui. Moi, tu peux être fier de ton papa. Merci à tous les trois, la famille Berger. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir mon général, merci d'être avec nous. Vous êtes le contrôleur général du SDIS ici dans le Puy-de-Dôme, ancien directeur au SDIS du Cantal. Vous avez entendu plein de choses. On va revenir un petit peu sur toutes ces émotions que nous avons entendues. On va parler quelques chiffres, on va donner quelques chiffres. En France, 248 000 sapeurs-pompiers, 40 500 sapeurs-pompiers professionnels, 195 800 sapeurs-pompiers volontaires, 12 500 militaires. Dans le Puy-de-Dôme, à peu près 50 000 sapeurs-pompiers. C'était en 2018. J'ai dit combien? 50 000 interventions. 50 000 interventions, pardon. Oui, 50 000 interventions. Un petit peu moins de sapeurs-pompiers. Allez-y. Un petit peu moins de sapeurs-pompiers. Bon, les grands indicateurs, je dirais, du corps départemental du Puy-de-Dôme, c'est globalement 3 700 volontaires, 450 professionnels. N'oublions pas également les personnels administratifs et techniques, je dirais, qui appuient l'ensemble des services pour que ces camions rouges partent en intervention de jour comme de nuit. Notre centre de traitement de l'alerte, dont nous avons apporté tout à l'heure quelques précisions, 150 000 appels reçus donc, annuellement, et puis donc pour l'année dernière, un peu moins de 50 000 interventions. Qu'est-ce qui vous a touché dans ce qui a été dit? Je vous ai vu, vous étiez assis pas loin de nous, et vous étiez très attentif à tous les témoignages. J'étais attentif parce que globalement, il faut avoir une vision globale, je dirais, de ces différents segments d'activité. Prenons l'exemple du centre de traitement de l'alerte. C'est un outil aujourd'hui, c'est l'outil du directeur départemental, puisque c'est de là d'où partent les interventions. Et lorsque nous recevons donc un appel sur le numéro historique 18, et n'oublions pas le numéro opéra 112, je dirais que nous prenons en compte en fait une personne angoissée, donc qui va être, je dirais, capable ou pas de nous donner en fait les premiers signes de ce qu'elle voit, de ce qu'elle entend. Et elle va attendre de notre part globalement d'être prise en charge et de rapidement en fait la comprendre pour que nous puissions en fait la secourir. Donc c'est un point important. Et alors ce centre de traitement de l'alerte, eh bien, nous sommes dans un département avec une plateforme commune, donc avec nos homologues de la santé. C'est une plateforme qui est historique puisqu'elle date d'une trentaine d'années, et ce qui nous permet globalement d'avoir une communication, on va dire, immédiate entre, je dirais, deux partenaires importants du secours d'urgence. Parce que, sachons-le, lorsque les services d'urgence au sens large partent en intervention,
Nous avons une interconnexion commune entre la santé, mais également donc, les forces de sécurité publique, pour ne citer bien sûr que la police et la gendarmerie. Alors on a vu que vous aviez des interventions bien sûr ici dans le Puy-de-Dôme, mais sur tous les territoires de France. Mais les pompiers de France, on a eu un témoignage, partent aussi à l'international quand les catastrophes l'exigent. Oui. Si on avait à synthétiser, on pourrait dire que les sapeurs-pompiers peuvent intervenir à 3 niveaux. Le premier, c'est bien sûr les sapeurs-pompiers du département avec un secours de proximité au travers des 151 centres de secours qui maillent le territoire. Le deuxième élément, c'est que les sapeurs-pompiers peuvent également être amenés à renforcer leurs collègues des départements limitrophes. On l'oublie un petit peu, mais lorsqu'un département est en faiblesse d'effectifs ou de moyens, nous avons des conventions d'interopérabilité donc, qui nous permettent en fait de venir les secourir. Alors, soit à titre préventif, lorsque nous avons des grands rassemblements type rassemblement Coupe du Monde, ça peut être également des renforts en période estivale pour la période, je dirais, renfort colonne feu de forêt dans le sud de la France. Et puis, je dirais que ça peut être, et ça a été le cas, donc vous l'avez évoqué tout à l'heure, dans le cadre donc, de l'incendie malheureusement de Notre-Dame de Paris le 15 avril dernier, où les départements de la couronne parisienne, voire jusqu'au département de la Seine-Maritime, ont pu intervenir en fait pour renforcer, je dirais, donc l'élément opérationnel qui a pu être mis en place. Et puis l'international. Alors l'international, c'est quelque chose qui est organisé donc, par notre direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises. Alors au travers de 3 termes que je me permettrai de mettre en avant pour synthétiser globalement les grands termes. Le premier, donc, ce sont les détachements donc, pour catastrophes, des DICA, voilà, pour lesquels les personnes sont recensées, les pactages sont prêts et le tout en fait peut être aéroporté en quelques heures pour se rendre, je dirais, par rapport soit à un incendie, voire ce qui s'est passé, n'oublions pas également en 2011 à Fukushima, lors de la crise nucléaire, donc, où un détachement donc, de la sécurité civile s'est déplacé. Le deuxième élément, donc, s'il y avait bien sûr besoin de moyens hospitaliers, nous avons des escrimes, donc éléments donc, médicaux, pour mettre en place globalement un détachement capable de secourir donc, les victimes que nous pourrions trouver sur place. Et puis, s'il y avait besoin, lorsque tout est détruit, eh bien, nous avons ce qu'on appelle des DAMO, donc permettant en fait de mettre en place des structures hospitalières lorsque les structures sur place ne sont plus capables de répondre. Je vous ai laissé le temps d'expliquer tout ça parce que c'est très important et ça montre aussi à quel point les pompiers de France ou en France sont à la pointe du secours. Vous êtes un des meilleurs corps européens, en tout cas dans le monde, de sapeurs-pompiers. Alors ça serait important de dire que globalement, en fait, nous accompagnons l'évolution de la société, nous accompagnons l'évolution des risques et nous accompagnons en fait les sapeurs-pompiers dans la distribution, je dirais, de nouveaux moyens. Est-ce que le métier a évolué, mon général? Alors le métier a évolué. Le métier a évolué avec aujourd'hui un chiffre sur les 50 000 interventions que nous faisons annuellement. Nous rencontrons aujourd'hui un peu plus de 85% de missions de secours à personne. Donc nous accompagnons l'évolution des territoires. Ce n'était pas le cas quand vous avez commencé votre carrière? Et nous avions des missions de secours à personne, pas autant. Mais nous n'en avons pas autant. Et nous avons également, et c'est réel, nous accompagnons également aujourd'hui certains types d'interventions dans le cadre de missions d'assistance. Nous accompagnons l'évolution des territoires. Nous sommes dans un département avec un pôle urbain important, mais n'oublions pas que nous avons également un environnement rural. Nous avons une population, je dirais, qui vieillit. Nous avons également, je dirais, une notion de maintien à domicile. Ces personnes nécessitent globalement un secours et une assistance. Et aujourd'hui, par le maillage territorial de nos 151 unités opérationnelles, eh bien, nous sommes en capacité en fait, de répondre et d'apporter en fait, cette première main tendue, je dirais, à la personne qui compose le 18. Une question embarrassante. Je l'ai posée déjà à des généraux d'armée, je l'ai posée à des chefs d'entreprise et des capitaines d'industrie. Je vais me risquer à vous la poser. Est-ce que vous pouvez imaginer les interventions de demain, dans 10 ans ou dans 20 ans? Alors, c'est un petit peu notre rôle, parce que donc, dans un service départemental d'incendie et de secours, nous avons des services qui s'appellent des services prévision. Voilà. Vous êtes dans l'innovation aussi, quelque part. Alors, l'innovation vient dans un deuxième temps. Donc, nous avons un rôle important, en fait, d'analyse et de compréhension des risques d'aujourd'hui et de demain. Voilà. Je vous prendrai un exemple, je dirais, très simple. Nous venons de mettre en place dans le département donc, une unité de drones.
Voilà, le drone, Ah ben. nouvel outil. Sur vue d'Auvergne, c'est normal. Voilà. Donc, nouvel outil capable, j'irais, d'assister le commandant des opérations de secours dans les choix décisionnels qu'il aura à faire. Donc, le drone s'envole, vous regardez les images, il filme, pardon, vous regardez les images, vous êtes à terre, et en fonction des images qui vous arrivent, vous réagissez. Tout à fait. Bien. Vous avez pu voir lors de l'incendie de la cathédrale de Paris des robots. Donc, pour permettre en fait d'avoir à la fois la vision Vous d'intervention voulez dire qu'ils sont rentrés et dans intervenant Notre-Dame. et avec un objectif, c'est de limiter et surtout de faciliter l'intervention, mais aussi d'intervenir en toute sécurité pour le personnel. Voilà. Et bien en fait, ces éléments-là sont des éléments en fait de prévision opérationnelle qui demain en fait nous accompagneront. Autre point, dans le domaine des agressions, nous sommes actuellement en phase expérimentale dans certains départements avec des caméras. Caméras permettant en fait aux sapeurs-pompiers, aux commandants des opérations de secours, d'avoir en fait une vision de terrain de ce qui se passe et de pouvoir peut-être mieux anticiper, je dirais, les gestes qui sauvent. Merci beaucoup, mon général, de nous avoir aussi accueillis très simplement, puisque avec le colonel Baudet, vous avez dit oui tout de suite pour cette soirée. Tout à fait, c'était avec plaisir. Merci beaucoup, mon général. Et pour introduire la séquence avec vous, Claude Boillon, on vient de voir, vous l'avez vu bien sûr derrière moi, des images de la grande échelle. C'était une manière aussi pour nous d'illustrer le coût de tout ça, parce que c'est pas gratuit forcément. Bon, les pompiers nous ont fait rêver quelque part ce soir. À vous le mauvais rôle quelque part, mais un rôle extrêmement important, celui du financement. Vous êtes le premier vice-président du SDIS 63, vous représentez le président Goudbel ce soir, vous connaissez bien tout ce qui concerne justement le fonctionnement du SDIS. Ça coûte cher, une telle machine? Ah ben, une échelle de 32 mètres de hauteur, ça coûte un peu plus de 600 000 euros. 600 000 euros. On n'en a pas forcément la notion. Et le budget du SDIS? Alors le budget du SDIS, bien entendu, il y a le budget de fonctionnement et le budget d'investissement. Le budget d'investissement varie en fonction des investissements qu'on fait une année donnée. Par exemple, en 2018, on a réalisé 7,4 millions d'euros de dépenses d'investissement, avec à l'intérieur de ces dépenses 3,7 millions d'euros d'acquisition, donc les échelles, les ambulances, le matériel qui est derrière le matériel, nous, etc. les lances, les camions. Voilà. 60% du budget provient du département. Oui, alors il y a le budget de fonctionnement qui était l'année dernière d'environ 45 millions d'euros, un peu plus de 45 millions d'euros. Et donc le financement, c'est à la fois le département et les communes et les syndicats. Un peu plus de 60% vient du département, et pour être plus précis, l'an dernier, en 2018, le département, c'est un peu plus de 32 millions d'euros, et les communes et syndicats, c'est un peu plus de 18 millions d'euros. Donc quand on additionne ces deux sommes, ça fait 50,3 millions d'euros, et ça représente, alors par anticipation, parce que peut-être vous allez me poser la question, ça fait environ 76 euros par habitant. 76 euros par habitant pour être secouru dans les conditions que nous avons comprises ce soir. Vous parlez des habitants, je voudrais m'adresser à l'élu que vous êtes, Claude Boillon. Vous êtes vice-président du conseil départemental. Donc je ne suis plus que j'étais. Vous l'étiez. Mais je suis rapporteur du budget. Donc bon, c'est déjà pas mal. Vous avez le choix aussi d'aller voir, la possibilité d'aller voir Jean-Yves Goudbel et de lui dire voilà, ça j'aimerais bien m'en occuper. Pourquoi les pompiers, vous? Pourquoi vous occupez des pompiers? Alors d'abord, c'est le président qui me l'a demandé. Et puis moi, j'ai toujours conçu... votre fonction? Pompier, c'est magnifique. Ça vous touche, la question vous touche. Mais pour moi, élu, c'est aussi un engagement. On doit être utile à la société. C'est un point commun que vous avez entre tous les élus, quelle que soit la couleur politique. Vous vous retrouvez systématiquement pour les fêtes des pompiers. Ça, c'est quelque chose d'important. Bien sûr, parce qu'on a besoin d'eux. Le président m'a demandé de prendre la première vice-présidente du SDIS. Vous
savez, quand on est conseiller départemental, on va dans les collèges, on apprend comment un collège fonctionne, on va dans les maisons de retraite, on apprend... Moi, j'ai été enseignant, j'ai toujours eu envie d'apprendre des choses. Je ne connaissais pas trop le monde des pompiers, et par conséquent, j'y suis déjà depuis un certain nombre d'années, d'ailleurs. Le président m'a demandé de prendre la première vice-présidence, et donc je l'ai pris parce que je savais que j'allais être utile et que j'allais apprendre des choses, et j'ai toujours envie d'apprendre. On nous a dit à plusieurs reprises que le métier avait évolué. Le contrôleur général vient de le dire aussi, d'un point de vue très technique, lui. Vous l'avez perçu, vous, en tant que gestionnaire de l'outil, vous voyez qu'aujourd'hui on met des moyens sur des choses, et ça vous surprend par rapport à il y a 10 ans, il y a 15 ans? On n'est plus dans les casernes. Maintenant, quand il y a une intervention, on n'appelle plus une caserne, on appelle des hommes, pour vous donner un exemple. Donc on a doté, si vous voulez, le numérique a envahi le monde des sapeurs-pompiers comme il a envahi toute la société. Et donc tous les pompiers, maintenant on a mis en place la gestion individualisée, centralisée de l'alerte, ce qui fait que chaque pompier se met disponible sur l'ordinateur, il dit de telle heure à telle heure je suis disponible. Voilà, donc sur le réseau Antares, c'est un réseau de communication, sur l'informatique et l'appel des pompiers, on a aussi mis beaucoup d'argent. Et bon, c'est parce que la société a évolué, le monde a évolué, et il y a des choses qu'on finance maintenant, effectivement. On finançait dans des échelles et des tuyaux, mais maintenant on continue, mais il y a d'autres choses qu'on finance maintenant et qu'on ne finançait pas il y a 15 ans. Comment voyez-vous l'avenir de ce corps de secours? On aura toujours besoin des pompiers, mais eux vont avoir besoin d'autres choses. Ouais, alors moi, il y a une chose je vous le dis, qui m'inquiète, c'est la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires. La disponibilité. Oui. Bon, ils ne sont pas tous comme le jeune berger non. qui a pris la parole. Et on voit bien aujourd'hui que dans les centres de secours, je ne parle pas des centres de secours où il y a des sapeurs-pompiers professionnels, il y en a quelques-uns, mais dans les centres de secours où il n'y a que des sapeurs-pompiers volontaires, la disponibilité en journée devient de plus en plus compliquée, alors que 70% des interventions se passent en journée. Et ça nécessite donc quelquefois d'aller chercher les moyens de plus en plus loin, puisque si le centre de secours de proximité n'est pas suffisamment de personnes, on est obligé d'aller chercher plus loin, d'où des temps d'intervention peut-être plus longs. Et des coûts supplémentaires. Des coûts supplémentaires, et peut-être aussi un rendu à la population qui risque d'être moins bon. Donc la disponibilité m'inquiète un peu, parce que outre le nombre de sapeurs-pompiers volontaires qui a tendance à diminuer, encore faut-il qu'ils soient disponibles pour intervenir. Voilà, disponibles et formés. Et ça, c'est un point sur lequel on est extrêmement attentif. Alors on a un pôle volontariat qui essaye de faire ce qu'il faut pour qu'on ait de plus en plus de volontaires. J'espère que cette émission, modestement, pourra concourir aussi à cet engagement des Espérons-le. Merci beaucoup, Claude Boilon. On va applaudir Claude Boilon. Merci. Vous restez avec nous. C'est la fin de cette émission spéciale Vue d'Auvergne qui voulait mettre en valeur le territoire autrement. Je vous rappelle nos prochaines dates. Le 23 mai, c'est-à-dire dans quelques jours, nous sommes à l'Opéra de Clermont-Ferrand avec Olivier Bianchi, l'auteur prix Guillaume Apollinaire, le Goncourt de la poésie Cécile Coulon, qui est une auteure du territoire du Puy-de-Dôme. Et puis, nous aurons la chance et l'honneur d'être accompagné de Patrick Poivre d'Arvor, qui viendra réciter des textes sur des musiques de Brahms, avec bien sûr la formation de l'Orchestre National d'Auvergne, puisque ça y est, ils ont leur label, Orchestre National d'Auvergne. Ça, c'est pour le 23 mai. Il n'y a plus de place, 450 places, il y a 450 personnes, il n'y a plus de place. Le 2 juillet, au château de Pont-Gibaud, nous ferons une émission exceptionnelle autour des confréries d'Auvergne. Donc ça, c'est quelque chose aussi. Vous avez été intronisé dans une confrérie ? Oui, à l'Ortie, à Saint-Ignan. L'Ortie à Saint-Ignan. Et vous riez, mais c'est très bon la soupe d'ortie. C'est très très bon la soupe d'ortie. Voilà, ça c'était pour le 2 juillet. Toutes nos émissions, vous pouvez bien sûr les revoir sur les chaînes
de nos partenaires, et puis la chaîne Vue d'Auvergne et celle de Marc Productions. Merci à tous nos partenaires qui nous suivent d'émission en émission, et je tiens à dire en leur nom à tous qu'ils ont été très fiers d'être associés, hors contrat comme l'on dit, d'être associés à cette soirée qui n'était pas du tout prévue au démarrage quand nous avons passé justement les contrats de partenariat. Merci à celles et ceux qui m'ont accompagné dans la préparation et la réalisation de cette émission. Je voudrais citer le colonel Jean-Jacques Baudel, Émilie Landry du SDIS 63, Marité Ribeiro de Marc Productions, Françoise Perret-Bernard et Fanny Godwin de BGC Toscane et Éric Morcheser pour la réalisation. On va demander à celles et ceux qui ont pris la parole de me rejoindre. Merci beaucoup. Je voudrais appeler aussi le colonel Baudel. Voilà. Approchez-vous. Merci. J'aimerais qu'Émilie aussi vienne. Émilie Landry, voilà, qui a beaucoup fait pour cette soirée. Voilà, je crois qu'on peut applaudir toutes ces personnes. Et comme je dis à chaque fois que nous concluons une émission, je vais juste adapter un petit peu ma manière de signer. L'Auvergne, il y a celles et ceux qui en parlent et celles et ceux qui l'aiment. Nous l'aimons, ça vous le savez, mais merci aux pompiers qui prennent soin de l'Auvergne et qui prennent soin de celles et ceux qui l'habitent, c'est-à-dire vous. Merci. Nous sommes tous invités à trinquer.